De Gaulle avait été appelé au pouvoir pour régler la question algérienne, qui mettra 4 ans à résoudre, au bout du compte, et aussi parce que beaucoup de gens, dont le président Coty, dernier président de la 4ème République lui-même, avaient conscience que le régime de la 4ème République était imparfait. Et donc, il a été aussi chargé de rédiger une constitution. C'est Michel Debré, qui a été un des principaux artisans de cette constitution. Ce qui peut présenter certains inconvénients, parce qu'en théorie, en principe, une constitution, c'est fait pour limiter le pouvoir de celui qui l'exerce. La constitution anglaise, elle a été faite contre le souverain. Et là, c'est celui qui a le pouvoir qui est chargé de limiter son propre pouvoir. Or, son intention, c'est de mettre fin à ce qu'il appelle le régime des partis, et même au parlementarisme, on va rester un régime parlementaire, mais de rééquilibrer le pouvoir en faveur de l'exécutif et au détriment du pouvoir législatif ou du pouvoir de contrôle. Où ça venait qu'il avait quitté le pouvoir parce qu'il trouvait que le Parlement le contrôlait trop. Il veut éviter ça. Mais du coup, beaucoup vous lui reprocher d'avoir déséquilibré les institutions en faveur de l'exécutif et d'en faire une sorte de monarchie républicaine, selon l'expression de certains. Donc la Constitution de 1958, elle prévoit une chose assez curieuse, c'est un exécutif à 2 têtes. C'est-à-dire que sous la 3ème et 4ème République, et c'est le cas par exemple également aujourd'hui en Allemagne ou en Italie, le président de la République, il est chef de l'État, mais ce n'est pas lui qui gouverne. De même que la plupart des souverains, en Europe tous les souverains sont des souverains constitutionnels, ils règnent mais ne gouvernent pas. Ici, le président de la République va gouverner et le Premier ministre aussi. Donc c'est un exécutif à 2 têtes. Le président de la République est élu par 7 ans par 80 000 notables, qui sont les parlementaires, qui sont les conseillers régionaux, les maires des villes, et les conseillers municipaux de grandes villes, des grands électeurs. 80 000 notables, suffrage indirect. Et il nomme un Premier ministre. Et le président nomme aussi les ministres sur proposition du Premier ministre. Donc, si vous voulez, cet exécutif à 2 têtes, aujourd'hui c'est un peu changé, je vous en parlerai. Finalement, ce Premier ministre, il est quand même aux ordres du président. Mais normalement, le président le nomme et ne peut pas le révoquer. Donc ce que fera De Gaulle, c'est qu'il leur dira « je vous nomme, mais vous me donnez d'abord une lettre de démission non signée, comme ça, quand je vous ai conduit, je vous ai conduit ». Vous voyez, il y a une petite ambiguïté. Le président, grosse nouveauté, par rapport à la constitution de la 4ème République et celle de la 3ème, c'est que le président a le droit de dissolution. Sur la 3ème, il l'avait, mais depuis la crise du 16 mai 1877, il ne l'employait pas. L'usage était de ne pas l'employer. Le président de la République a le droit de consulter la nation par référendum, donc de se passer des parlements. Et puis, il a le droit d'avoir les pleins pouvoirs en cas de crise. Voilà. Reste à définir ce que c'est qu'une crise. Quant au Premier ministre, donc nommé par le président de la République, il détermine et conduit la politique de la nation. Voilà son rôle selon la Constitution. En réalité, c'est pour l'essentiel le général de Gaulle qui va déterminer et conduire la politique de la nation, notamment dans un domaine qu'on va appeler le domaine réservé du président, mais ce n'est pas prévu par la Constitution, qui est la politique étrangère, donc militaire également. Et le Premier ministre nomme à tous les emplois publics. Vous voyez, nous, d'un pays pas du tout décentralisé, donc tous les fonctionnaires dans toute la France sont nommés par le Premier ministre. Et non pas toujours par le Premier ministre lui-même, il y a des choses qui se font plus ou moins automatiquement, mais chaque fonctionnaire est nommé en Conseil des ministres par principe. Et contrairement, donc le président de la République n'est pas responsable politiquement, c'est-à-dire que le Parlement ne peut pas lui demander de partir, et donc tous ces actes doivent être contre-signés par ceux d'un ministre, par la signature d'un ministre, tandis que le Premier ministre, il est responsable devant les chambres, c'est-à-dire que s'il a un vote, il doit obtenir la confiance du Parlement, et s'il ne l'a pas, il doit s'en aller, et s'il la perd, il doit s'en aller aussi. C'est cette responsabilité qui provoquait une certaine instabilité, qui provoquait une certaine instabilité ministérielle sous la 3ème et la 4ème, et on va la rendre plus difficile.
le Parlement comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui doivent tous les deux être d'accord pour accepter les lois. Mais si ils ne sont pas d'accord, il y a une navette, les lois elles passent d'une chambre à l'autre, et au bout d'un moment, c'est de toute façon l'Assemblée nationale qui tranche. Les ministres ne peuvent pas être députés ni sénateurs, c'est des membres du Parlement. En réalité, il va très vite se faire la chose suivante, c'est qu'ils vont nommer à leur siège leurs suppléants, et que quand ils sont plus ministres, leurs suppléants démissionnent et ils retournent, ils se font réélire au Parlement. Donc c'est un petit peu théorique. Mais c'est pour accentuer la séparation des pouvoirs. Soit vous êtes dans l'exécutif, soit vous êtes dans le législatif. Et les ministres peuvent ne pas, non seulement ne peuvent pas, ils peuvent ne pas être issus du Parlement. Non seulement ils n'ont pas le droit d'y siéger en même temps qu'ils sont ministres, mais ils peuvent n'avoir jamais été élus nulle part. C'est le cas d'un certain nombre. Par exemple, en Angleterre, on ne peut être ministre que si on est élu au Parlement. Chambre des Lords ou Chambre des communes. Le Parlement tient 2 sessions ordinaires, dont la durée est limitée, donc il n'est pas libre de son emploi du temps. La Constitution définit le domaine qui est celui de la loi, qui va être voté par le Parlement, et celui qui est le domaine du décret ou du règlement, qui est pris directement par le gouvernement, l'exécutif, et qui a force de loi, tout autant que les actes du Parlement. Et c'est le gouvernement qui fixe l'ordre du jour du Parlement. Donc si le Parlement veut faire passer une loi et que le président n'est pas d'accord, il ne la met pas, le Premier ministre, il ne la met pas à l'ordre du jour du Parlement. Donc le Parlement n'est pas libre de venir de ses sessions et il n'est pas libre de savoir de quoi il va parler tous les jours. Donc vous voyez quand même une grande suggestion, et beaucoup de gens vont reprocher au Parlement d'être devenu, à la Ve République, d'avoir fait du Parlement une simple chambre d'enregistrement. Mais il en est toujours ainsi. Et pour renverser le gouvernement, il faut un vote de censure, une motion de censure, adoptée à la majorité absolue, ce qui n'arrive jamais, parce que le gouvernement reposant sur une majorité, il n'y a pratiquement aucune chance que la majorité censure son propre gouvernement, sans quoi il en découlerait des élections générales, et que ces messieurs et ces dames risqueraient de perdre leur siège. Donc en fait, ça n'arrive jamais. Et les assemblées, l'Assemblée nationale est élue au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, comme aujourd'hui. Au premier tour, il y a un certain nombre de candidats limités. Au deuxième tour, ils sont un peu plus limités. Il peut y en avoir, il y a rarement plus de 2, 3 ou 4. Voilà, cette constitution est approuvée. Et De Gaulle, le 21 décembre 1958, est élu président de la République avec 78,5% des voix. Il se constitue autour de lui un parti qui s'appelle l'Union pour la Nouvelle République, UNR. Le 8 janvier a lieu la passation de pouvoir avec l'ancien président René Coty, et Michel Debré, père de la Constitution de la Ve République, est nommé Premier ministre. Et il était aussi un des plus passionnés défenseur de l'Algérie française. Donc vous voyez, ça, tout au début de la République, on dit l'Algérie va rester française. Michel Debré publiait, pendant que le général de Gaulle était retiré à Colombey-les-Deux-Églises, dans sa petite maison de campagne, une lettre qui s'appelait le Courrier de la colère, où il dit jamais si ceux qui lâcheraient l'Algérie, qui feraient cette chose, seraient des traîtres, il faudrait tous les fusiller, il faudrait les couper en morceaux avec une hache rouillée, les fouetter avec des chaînes également rouillées. Bon. Vous savez ce qu'il en est advenu. Quelques mots sur les pouvoirs spéciaux. En février 1960, donc 2 ans seulement après la promulgation de cette constitution, le Premier ministre obtient pour 1 an des pouvoirs spéciaux, et il gouverne par ordonnance. Ce qu'on appelle l'article 49.3, on décide tout, si le Parlement n'est pas d'accord, il faut voter une motion de censure, ce qui, comme je vous l'ai dit, a fort peu de chances de se produire, en tout cas ne s'est jamais produit. Et une deuxième fois, en avril 1961, c'est le président de la République, général de Gaulle, qui va se faire octroyer les pleins pouvoirs en vertu de l'article 16. Donc vous voyez, déjà en 4 ans, on a eu deux années de pouvoir exceptionnels. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, depuis les attentats de Charlie Hebdo, nous avons vécu 50% du temps sous le régime de l'état d'urgence. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Donc, cette toute puissance
aux yeux de certains en tout cas, du pouvoir exécutif, ça donne de la stabilité au pouvoir, mais le contre-pouvoir est un petit peu mollasson, un peu faiblard en face. Et c'est ce qui fera conduire par exemple François Mitterrand à écrire un livre qui s'appelle Le coup d'État permanent. En fait, il y a une apparence de démocratie, mais qu'en réalité, le pouvoir exécutif est tout puissant. La guerre d'Algérie provoque, comme je vous l'ai dit, des émotions assez violentes et conduit à des attentats. Il y a notamment l'attentat du Petit Clamart, où on tire dessus à la mitraillette diverses armes dangereuses sur sa voiture. Et du coup, il se dit, le général de Gaulle, dans son grande impersonnalité, se dit, je suis un personnage tellement extraordinaire, merveilleux et indispensable à la France que si je mourais, cette malheureuse France ne s'en relèverait jamais. Je ne peux pas faire ça à ces malheureux citoyens français qui risqueraient d'être débarrassés de mon auguste personne et de ses facultés stupéfiantes. Et donc, il se dit, il faudrait pouvoir trouver un moyen qu'un de mes successeurs, qui arrivera à peine à la ceinture, puisse avoir un peu de l'aura que moi j'ai naturellement, et pour ça, il faudrait qu'il soit élu au suffrage universel. Et donc, le général de Gaulle va faire un référendum, donc, pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour élire le président de la République au suffrage universel, ce qui va être accepté par 62% des voix. Et ça va donc encore plus déséquilibrer quand même, en tout cas c'est ce que pensent certains, la Ve République en faveur du président. Enfin, un régime quasiment non plus parlementaire, mais plutôt présidentiel. Et le président du Sénat, qui s'appelait Gaston Monnerville, qui était sénateur de Guyane, parlera à cette occasion de forfaiture. On trahit cette constitution, on rompt l'équilibre qui était déjà très en faveur du président de la République. Le Sénat, pendant toute le septennat et demi du général de Gaulle, sera toujours très opposé. Il y a beaucoup d'hommes politiques de la 4e, voire de la 3e République qui sont dedans. Il est dans l'opposition contre de Gaulle, et de Gaulle s'en irrite, et d'ailleurs, il a eu caressé le projet de supprimer le Sénat. Quand on a des gens qui s'opposent à vous, le mieux c'est de les supprimer. Et ça n'a pas été fait, ce qui est une chose quand même heureuse, parce qu'on peut observer que dans les démocraties, il y a toujours deux chambres pour que les pouvoirs soient plus équilibrés et non pas une seule. Voilà à peu près l'essentiel de cette constitution de la Ve République qui va connaître quelques changements, mais nettement plus tard.